Didier Pleu, nous accueillons Samuel Dog. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors je vous ai connu tout petit, tout jeune, vous grandissez tout doucement, parce que là vous sortez un livre puissant, ça s'appelle Éloge indocile de la psychanalyse, c'est aux éditions Philippe Ray. Alors c'est rigolo parce que c'est un peu les hasards de la programmation, mais je vous invite en même temps qu'un thérapeute très cognitif, et peut-être que ça peut être intéressant justement cette rencontre. Oui, non, mais c'est super. Et puis on peut rajuster en disant, là, on passe toujours pour des méchants anti-freudiens, anti-psychanalystes. Vous savez, j'avais écrit La Révolution du divan à un moment donné, on n'en a jamais parlé. Et je pense qu'avec Samuel, on va retrouver sans doute des conclusions communes, parce qu'il y a une façon de faire de ce qu'on appelle la psychologie existentielle qui est très proche de ce que je voudrais que la psychanalyse devienne. Donc j'ai jamais jeté le bébé avec l'eau du bébé. Mais je sais bien. Je suis tout à fait d'accord. Et voilà. Moi, j'ai publié 2 livres avec Marie-France Castarède, et je sais que Didier Pleu est une de ses références, alors qu'elle est elle-même psychanalyste. Et d'ailleurs, dans mon travail autour de... mais je vous en prie. Dans mon travail sur l'éloge indocile de la psychanalyse, à aucun moment, en fait, je tape sur les cognitivistes. Je sais que c'est une très grande tradition chez les psychanalystes. Moi, je pense qu'au contraire, il faut qu'on puisse dialoguer. Alors peut-être est-ce dû à mon passé de praticien hospitalier, mais moi, je crois beaucoup à un dialogue fécond entre les différentes approches thérapeutiques, et je suis pas du tout contre une quelconque approche, de la mesure où elle demeure éthique et où chacun y trouve du sens. Je le dis dès l'introduction du livre, d'ailleurs. Alors, ce qui est, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé votre livre. D'abord parce que il est vrai. Vous parlez beaucoup. Vous parlez beaucoup de vous. Par exemple, vous parlez de votre homosexualité. Il y a très peu de psys qui vont évoquer leur orientation sexuelle ou donc ça, c'est déjà un très bon point. Et puis vous donnez plein d'exemples très concrets. Je pense notamment sur le délire, quand vous parlez. Moi, ça m'a beaucoup touché de cette femme qui tout d'un coup dans la rue devient complètement folle. Et en fait, c'est parce que elle n'arrive pas à accepter le décès de son fils. Je crois, c'est ça. Tout à fait, exactement. Et c'est vrai que sur des sujets qui sont parfois assez abstraits pour les gens, parce qu'il y a l'état limite, manie, alors masturbation, c'est pas abstrait, obsession, tout ça, c'est des termes qu'on connaît bien quand on travaille la thérapie, quelle qu'elle soit, mais pour le commun des mortels, c'est des termes plus compliqués. Mais à chaque fois, vous essayez de parler de vous, parler de la société. Et du coup, ça devient, j'allais dire, très, très abordable. Bravo. Merci beaucoup, c'était vraiment tout l'enjeu de ce travail, et je suis content que vous souleviez l'aspect intime, parce que c'est un risque énorme que j'ai pris en publiant ce livre, et j'en ai conscience. Au moment où je vous parle, je suis encore doctorant en psychopathologie et en psychanalyse. Je sais que certains confrères me pardonneront difficilement le fait de m'être confié, par exemple, sur les blessures qui m'ont conduit à rencontrer le divan, et qu'il est de bon ton de garder pour soi ces confidences d'analyse. Et moi, j'ai voulu faire l'inverse avec ce livre, et je raconte pourquoi j'étais en souffrance, et pourquoi je me suis tourné un moment vers la psychanalyse, et comment elle m'a sauvé, en fait. Mais Didier Pleu, vous l'aviez fait aussi, vous, je crois, dans un livre collectif, de raconter vos blessures, et pourquoi vous êtes devenu... Effectivement, c'est souvent un tabou chez les psychanalystes classiques, mais la révélation de soi, c'est-à-dire dire des choses de sa vie, de son histoire, de ses blessures, de ses doutes, fait partie de la psychothérapie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec un patient, il attend ça aussi, de dire t'es un robot, t'es quelqu'un en blouse blanche, ou t'es un humain qui a les mêmes soucis, qui a rencontré des soucis, qui a construit quelque chose. Et c'est fondamental de pouvoir dire à un moment donné sa souffrance. Et je suppose que vous avez eu des souffrances dans votre homosexualité, de non-dit, de pas de partage, de désir et de choses comme ça, de communication. Et de dire ça, c'est... Voilà ce qui m'a amené à parler à quelqu'un et à me construire à partir de ça. Et non pas de se dire, on est tout beau, hyper... Moi, j'appelle ça le syndrome du lama. Vous savez, ils ont comme si certains, ils avaient tout réglé. On n'a pas tout réglé dans la vie. Chaque jour est différent. Et puis non, il peut se passer quelque chose demain qui fait que ça va tout bouleverser. Donc c'est une dynamique qu'il faut respecter, et vous avez raison. Et si vous le faites, c'est courageux, parce que c'est vraiment un tabou dans votre chapelle. C'est très juste. Et d'ailleurs, l'entrée dont vous parlez, homosexualité, je raconte que la première fois que moi j'ai subi l'homophobie, c'était à la fac. C'était avec un enseignant psychanalyste, et ce jour-là, je peux vous dire que ça a servi d'avertissement pour tout le reste de ma carrière. Je cite heureusement le travail de Lionel Lecor, qui est un psychanalyste qui travaille beaucoup sur cette question-là. Je suis à Paris 7, et aujourd'hui, il y a quand même des professeurs qui font un travail énorme sur la notion de genre,
transgenre, de transidentité, d'homosexualité. Vraiment, ils sont un modèle là-dessus. Mais il y a quand même toute une tradition psychanalytique extrêmement homophobe. Oui, vous avez dit, mais parce que j'avais noté, hein, mais avez-vous essayé les filles avant de dire ça? Oui, vous vous rendez compte ou c'est un Oedipe qui coince, quoi, non? Il n'y a pas une acceptation inconditionnelle de l'homosexualité. Exactement. Point. Oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, bon, moi j'avais deviné que vous étiez homosexuel, j'ai un peu d'intuition, hein, Samuel Doc. Mais quand vous parlez du genre, par exemple, on sent aussi que vous êtes homosexuel parce que ce qu'on est, moi qui ai eu beaucoup de relations sexuelles multiples, j'ai forcément aussi une vision différente par exemple, de la fidélité, etc. Notre vécu forcément nous influence dans notre manière de recevoir les confidences des autres. Et exactement, et c'est même à la base de la philosophie de Nietzsche. Alors il n'y en a pas du tout question dans ce livre, mais nos savoirs sont imprégnés de nos affects, quels qu'ils soient, quelle que soit notre approche. Mais vraiment, il y a cet aspect indocile qui reste sur le livre. Et oui, je tenais à montrer un petit peu ces souffrances que j'avais pu avoir. Je raconte par exemple comment un de mes amis est décédé d'une overdose et comment j'ai dû identifier le corps alors qu'on l'avait retrouvé 3 jours après, donc ça avait été très très violent. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à développer des symptômes d'angoisse extrêmement forts. Et alors je raconte aussi comment j'ai dû essayer 5 psychanalystes avant de trouver le bon, en tombant sur des gens plus fous les uns que les autres. Et finalement j'ai trouvé le bon, qui était une personne très 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 drôle et extrêmement intelligente. Et là j'ai pu trouver du sens sur ce symptôme et parvenir à en venir à bout. Ouais. En tout cas, c'est vraiment à la fois un livre touchant, parce que justement, vous parlez de vous avec sincérité, et puis c'est un livre qui peut être instructif, notamment, on en parlait hier justement du déni, et vous expliquez ce qu'est le déni. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on l'utilise un peu à toutes les sauces, ce mot-là. Mais arrête, t'es dans le déni. Si on est dans le déni, on ne le fait pas exprès. C'est qu'on voit pas les choses. Et c'est stupide de nous dire, arrête, t'es dans le déni, quoi. On le fait pas forcément exprès. Non. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça me permet d'ailleurs de dire aussi une chose, c'est que à Déni, vous avez remarqué, je fais une liste de films qui utilisent le déni pour illustrer le concept et pour le rendre un peu plus accessible. C'est vrai qu'avec le déni, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre. C'est complexe. Freud en parle dans le cas du fétichisme et dans le cas de la psychose, c'est très très compliqué. Et moi, j'essaie de rappeler, comment ça s'articule autour d'un clivage, comment finalement, pour pouvoir dénier quelque chose, il faut bien qu'il y ait une partie qui continue de se rendre compte de ce quelque chose pour pouvoir l'enfouir. Donc voilà, je donne des exemples, de la vie quotidienne. Mais vous savez, Freud lui-même, alors j'ai pas du tout la prétention d'écrire comme lui ou de penser comme lui, certainement pas, mais il rêvait d'une psychopathologie de la vie quotidienne. Il rêvait que les personnes puissent, à travers notamment l'interprétation des rêves, mettre du sens sur les événements qui les marquaient. Je me demande à quel moment la discipline psychanalytique s'est perdue et à quel moment on a perdu de vue les gens que nous prétendions vouloir aider. Et ce livre-là ne s'adresse pas au psychanalyste, même si je pense que ce sera l'occasion parfois pour eux d'aborder les recherches contemporaines sur le sujet, mais ça s'adresse d'abord aux gens, entre guillemets, normaux, qui n'ont pas forcément un bac plus 7 pour aborder tous ces concepts. Oui, bien sûr. Et j'espère vraiment leur restituer une science qui aurait toujours dû leur appartenir. C'est absolument, vous avez raison, Samuel Doc. C'est pas du tout un livre qui s'adresse aux psys, c'est un livre qui s'adresse au grand public, qui a envie quand même un peu de comprendre la psychologie au sens large du terme. Hein. Ouais. Éloge indocile de la psychanalyse des éditions Philippe Ray. Vous dites aussi quelque chose de très beau sur... pareil, une expression qu'on entend de plus en plus et qui n'est pas toujours très bien comprise, la psychosomatique. Ah oui. Et vous dites quelque chose de très beau, le symptôme psychosomatique ne témoigne en rien d'un échec du langage, mais plutôt de l'intensité de la détresse de celui qui en souffre. Et c'est vrai que la psychosomatique, quand on dit à quelqu'un ton cancer, il est psychosomatique, c'est très violent. C'est double peine. Oui. Et ça veut bien dire que il y a beaucoup de souffrance et c'est aller lui balancer ça, c'est pas l'aider. Hein. Exactement, et pour le coup, cette entrée devait forcément être présente dans le livre, puisque comme je vous le disais, j'ai travaillé à l'hôpital, notamment avec des ados souffrant de maladies chroniques, et on nous adressait parfois les patients dont on savait pas quoi faire. Alors voilà, ils ont mal au ventre, on a fait plein d'analyses, on sait pas pourquoi, et il est incroyable de voir tout ce que le corps peut témoigner de cette souffrance psychique qui ne peut pas s'exprimer autrement. Oui, tout à fait.
Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas tenir compte du phénomène de psychosomatique, mais voilà, moi ce que je voudrais juste dire, et on en parle souvent dans cette émission, notamment avec Michel Odoul, mais quand notre corps souffre, il faut l'écouter, et peut-être l'écouter encore plus parce qu'il y a quelque chose de très profond qu'il nous dit. Hein. C'est un peu ça que il y a une souffrance très profonde quand le corps souffre. Nous sommes une unité, et Winnicott, ce génial psychanalyste, le disait déjà, nous sommes une unité psychosomatique, il y a un dialogue constant entre nos cellules et notre esprit, et notre cognition aussi d'ailleurs. On réfléchit peut-être pas assez à ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, Samuel Doc, et là je suis vraiment d'accord avec vous, je crois que l'apport de la psychanalyse dans le bon sens du terme, ça pourrait nous aider à avoir une meilleure éthique de la société actuelle. Et c'est peut-être pour ça, tous ceux qui sont justement dans une envie de nous gouverner sans éthique sont contre la psychanalyse finalement. Alors il y a des psychanalystes qui font vivre cette idée aujourd'hui. Roland Gori a fait un travail remarquable récemment autour de la figure de Macron, en réfléchissant à psychanalyser politique. Mais c'est vrai qu'on reste pas nombreux et que beaucoup de psychanalystes sont trop enfermés dans leur cabinet sans regarder le monde qu'il y a en dehors. Et ça part, en fait, pour une raison, c'est que Freud a dit que l'inconscient ignorait le principe de réalité. Mais on oublie qu'il puise aussi dans cette fantasmatique sociale. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et c'est pour ça que je parle de médias, de porno, de développement personnel, du coaching, de la société, parce que je veux revenir un petit peu aussi au monde extérieur, sortir la psychanalyse de son autisme. Didier Pleu Non, moi je pensais en ce moment, c'est notre sujet d'aujourd'hui, Freud. Je ne suis pas à 100% freudien, mais c'est vrai que quand on lit Malaise dans la civilisation avec le principe de plaisir et le principe de réalité, il avait tout aussi anticipé au niveau de ce rapport entre la frustration et le plaisir. Simplement, lui, le plaisir était un peu trop connoté sexualité uniquement. Le plaisir, ça peut être n'importe quoi, l'alimentation, les jeux, etc. Mais il avait bien pointé ça, qu'il y avait trop de réalité dans le temps, donc refoulement sociétal, religieux et névrose. Mais il avait aussi souligné, attention, il ne faut pas tout libérer non plus. Eros, s'il emporte tout le temps sur Thanatos, ça ne marche pas non plus. C'est vrai. Et alors, puisque vous avez parlé de pornographie, là aussi, vous faites une analyse assez moderne de la pornographie, quoi. C'est pas non plus le diable. Ah oui, j'en ai vraiment assez. Il y a des espèces d'automatismes de pensée. C'est systématiquement, lorsqu'on évoque le porno, alors attention, on va instrumentaliser la femme, on va la rabaisser plus bactère, ça va façonner l'imaginaire des enfants. Enfin, on prend vraiment les femmes et les enfants pour des sortes d'éponges à images, ce qui est bien sûr complètement faux. Et je cite le travail de mon directeur de thèse, Éric Bidot, qui a écrit un livre qui s'appelle Psychanalyse et pornographie, qui est génial parce qu'il bat en brèche tous ces clichés. Et oui, je pense qu'il faut pouvoir un petit peu voir le monde avec d'autres... Je vais faire une petite provocation, mais avec d'autres outils que ceux de la Vienne de 1905. Voilà, avec des lunettes de 2019. Exactement. Pas mal. Bravo en tout cas. Éloge, merci indocile infiniment. de la psychanalyse, c'est aux éditions Philippe Ray. Merci d'être avec nous. Samuel Doc, vous pouvez rester jusqu'à 16h, bien sûr, vous êtes tout à fait...